Bonjour et bienvenue sur la vidéo T2. Alors, nous avons déjà vu l'équation bilan de la photosynthèse, du dioxyde de carbone et de l'eau, en présence d'énergie lumineuse et de chloroplastes. Cela va donner de la matière organique, du glucose notamment, et un déchet qu'on appelle le dioxygène. Alors, en regardant cette équation, on constate que le carbone présent dans le dioxyde de carbone, va être intégré dans le carbone des molécules organiques. Et c'est ça, la photosynthèse. Alors, une question peut se poser, lorsque l'on regarde cette équation, d'où vient le dioxygène libéré lors de la photosynthèse? Alors, en regardant l'équation bilan, on peut formuler simplement deux hypothèses. La première est de dire que le dioxygène provient du dioxyde de carbone. La deuxième hypothèse est de dire que ce dioxygène provient de l'oxygène des molécules d'H2O. Alors, dans votre livre document 5, page 15, vous allez retrouver une expérience historique qu'il vous faut comprendre et connaître. Lorsque vous étudiez une expérience historique, en devoir par exemple, vous devez toujours bien indiquer plusieurs étapes. La première, c'est de préciser quel est le problème à résoudre. Ici, on cherche à savoir d'où vient le dioxygène. La deuxième, c'est de dire ce qui est fait. Alors, regardez bien, il y a deux expériences. On va cultiver des chlorelles, des organismes verts unicellulaires que vous voyez en haut à droite, en présence d'oxygène O18, c'est-à-dire de l'oxygène lourd. Alors cet oxygène va soit être présent en grande quantité dans de l'eau, vous avez la première expérience où H2O contient 0,85% d'oxygène O18, ou bien dans une autre expérience, l'oxygène lourd va être majoritairement présent dans du bicarbonate de potassium, c'est-à-dire une source de CO2 pour les chlorelles. Donc vous voyez ici, il y a 0,68% d'oxygène lourd dans les molécules de CO2. Alors ensuite, il faut bien regarder les résultats. Les résultats, les voici. Dans la première expérience, on constate qu'il y a 0,85% d'oxygène lourd dans le dioxygène libéré. Et on sait que cette valeur correspond au pourcentage d'oxygène lourd dans les molécules d'H2O. Dans la deuxième expérience, il y a 0,21% d'oxygène lourd dans les molécules de dioxygène, ce qui correspond au pourcentage d'oxygène O18 présent non pas dans les molécules de CO2, regardez bien, c'est 0,68%, mais bien au pourcentage de molécules O18 présentes initialement dans les molécules d'H2O. Alors, on peut donc en déduire que le dioxygène produit lors de la photosynthèse ne provient pas du CO2, mais bien des molécules d'H2O. Si on écrit ce qui se passe, H2O va donner lors de la photosynthèse un demi de O2 plus 2H+, plus 2 électrons. Faisons appel à vos connaissances de chimie, et vous le savez, oxyder un corps, ça correspond à lui arracher des électrons ou lui fixer de l'oxygène. Réduire un corps, de façon simple, c'est inversement lui fixer des électrons ou bien des protons, lui fixer de l'hydrogène. Lorsque l'on regarde l'équation qui est en haut, on constate bien que l'on va arracher des protons, arracher des électrons à la molécule d'H2O. Par conséquent, cette molécule, lors de la photosynthèse, est oxydée. Cette oxydation nécessite de l'énergie lumineuse. On parlera donc de la photooxydation de la molécule H2O lors de la photosynthèse. Cette photooxydation nécessite la présence de chlorophylle, comme nous le verrons plus tard. Donc si on reprend l'équation de la photosynthèse, nous pouvons désormais l'écrire de la façon suivante. Alors suivons désormais le même raisonnement concernant le dioxyde de carbone. Effectivement, lors de la photosynthèse, ce dioxyde de carbone va donner des molécules organiques, ici le glucose C6H12O6. Si l'on reprend notre tableau, vous comprenez tout à fait qu'on lui a rajouté des atomes d'hydrogène, donc on peut dire que notre dioxyde de carbone a été réduit. Cette réduction ayant permis la formation de molécules organiques, ici le glucose. Alors, posons-nous cette question désormais, où s'effectue la réduction du dioxyde de carbone lors de la photosynthèse et sous quelles conditions? Alors, prenez votre livre document 5, page 17 et essayez, avant de regarder la suite de la vidéo, de réaliser l'exercice par vous-même en répondant à la question posée. Il s'agit de l'expérience d'Arnon.
de 1958. Alors, les différentes étapes exposées tout à l'heure, nous devons les refaire désormais. Qu'est-ce qui est fait? Eh bien, on va prendre du carbone radioactif, du carbone 14, et le but est de savoir si ce carbone va être intégré dans des molécules organiques nouvelles, dans des glucides, savoir si ce carbone va être réduit, et on le saura à la fin de l'expérience, de chaque expérience, en mesurant la radioactivité. En effet, si l'on constate qu'il y a beaucoup de radioactivité mesurée, cela voudra dire que de nombreuses molécules organiques ont été synthétisées. Inversement, s'il n'y a pas ou peu de radioactivité, cela voudra dire que le carbone n'a pas été réduit dans ces conditions expérimentales. Alors voici les conditions. L'expérience 1, on va isoler des thylakoïdes que l'on va placer à la lumière en présence de dioxyde de carbone radioactif. L'expérience 2, on prend cette fois juste le stroma, ce stroma que l'on place à l'obscurité en présence de dioxyde de carbone radioactif. L'expérience 3, c'est un mixte des deux, où on prend cette fois les thylakoïdes à la lumière avec du stroma que l'on a placé à l'obscurité en présence de dioxyde de carbone. Voici les résultats. Dans la première expérience, il n'y a pas de radioactivité. Dans la deuxième expérience, elle est faible. Et dans la troisième, il y a une forte radioactivité. Alors, nous allons devoir, comme d'habitude, faire des constats et en déduire une partie de la réponse à la question posée. L'expérience 1, c'est finalement une expérience témoin. Les thylakoïdes placés à la lumière en présence de CO2 ne mesurent aucune radioactivité. Par conséquent, on peut en déduire que les thylakoïdes, ce n'est pas le lieu de la réduction du carbone, ce n'est pas le lieu de synthèse des glucides. Pour l'expérience 2, le stroma mis à l'obscurité en présence de CO2 montre une radioactivité faible, 4000 coups par seconde sur une minute. Eh bien, on peut en déduire qu'il y a peut-être des glucides qui ont été synthétisés, mais en faible nombre. Ce ne sont donc pas des conditions optimales. Alors, le stroma est certainement le lieu de synthèse des molécules organiques, mais il manque quelque chose pour que cette synthèse, elle soit optimale, qu'il y ait beaucoup de synthèse. Eh bien, dans l'expérience 3, lorsque le stroma est placé avec les thylakoïdes laissés à la lumière, puis mis à l'obscurité, on remarque que la radioactivité augmente fortement. On passe à 96 000 coups par seconde en une minute. Cela montre bien que le stroma est le lieu de synthèse des molécules organiques et le lieu de réduction du dioxyde de carbone, mais qu'il faut impérativement une coopération avec les thylakoïdes qui ont été d'abord éclairés à la lumière. Sans cette coopération, ça correspond à l'expérience numéro 2, eh bien la synthèse est faible. Donc on peut en déduire que pour être efficace, la réduction du carbone, la synthèse des molécules organiques dans le stroma, nécessite la présence de thylakoïdes ayant été placés à la lumière. Alors si on reprend les déductions vues à l'instant, et qu'on s'interroge un petit peu devant celle-ci, on peut imaginer que la photosynthèse est caractérisée en deux grandes phases. Il y a d'abord une phase qui s'effectue à la lumière. On parlera d'une phase claire ou d'une phase photochimique. Elle se réalise à la lumière au niveau des thylakoïdes. Et puis, il y a une deuxième phase dans le stroma qui peut être appelée la phase sombre ou la phase chimique, puisqu'elle ne nécessite pas réellement d'une lumière directe. Elle se passe dans le stroma et elle va permettre la réduction du carbone, c'est-à-dire la synthèse des molécules organiques nouvelles. Ce qu'on a vu à l'instant, c'est que la phase claire est obligatoire pour que se réalise correctement et durablement la phase chimique. Il y a donc un couplage entre la phase claire et la phase sombre. Alors nous allons nous poser la question, puisque c'est au niveau des thylakoïdes que se déroule cette phase claire, comment les thylakoïdes initient la photosynthèse? Ici, vous avez un schéma d'un chloroplaste avec différentes membranes de couleur verte interne qu'on appelle les thylakoïdes, sur lequel on a réalisé un zoom de façon schématique. Et vous constatez que sur la membrane, il y a de nombreuses molécules différentes. Parmi toutes ces molécules, eh bien, il y en a certaines qu'on appelle des pigments. Alors, une façon simple d'isoler ces différents pigments, de les extraire,
est de prendre une feuille, de la broyer avec de l'alcool dans un mortier, de filtrer l'ensemble pour récupérer ce qu'on va appeler de la chlorophylle brute. Et lorsque l'on dépose quelques gouttes de chlorophylle brute sur une bandelette de papier et que l'on fait migrer grâce à un éluant dans une chromatographie, eh bien, vous constatez à la fin qu'il y a plusieurs taches. Chaque tache correspond à des molécules, ici des pigments, chlorophylle B, chlorophylle A, xanthophylle et carotène. Alors on va se poser la question suivante, quel est le rôle de ces pigments présents dans les membranes des thylakoïdes? Pour cela, on utilise un appareil très simple qu'on appelle le spectroscope. Il s'agit d'un boîtier muni d'un prisme et l'on fait passer de la lumière à travers ce prisme que l'on observe au niveau d'un oculaire. Donc voilà l'observation. Lorsque l'on fait passer la lumière blanche ou la lumière du soleil, vous reconnaissez ici le spectre de la lumière visible. Alors lorsque l'on place devant un extrait de chlorophylle brute, regardez bien, l'observation est différente. On constate qu'il manque des rayonnements lumineux. Il n'y a pas de magie. La seule explication possible, c'est de dire que la chlorophylle brute a absorbé une partie de ce rayonnement lumineux. Alors lorsqu'on réalise des mesures précises, on constate que la chlorophylle absorbe plutôt dans le bleu et plutôt dans le rouge. Le maximum d'absorption des pigments chlorophylliens, vous le voyez, c'est plutôt le bleu et le rouge. Donc nous allons pouvoir en déduire que les pigments de la chlorophylle brute ont absorbé une partie du rayonnement lumineux, c'est-à-dire qu'ils ont absorbé de l'énergie. C'est comme ça qu'il faut le comprendre. L'absorption maximale se réalise dans le bleu avec des longueurs d'onde inférieures à 500 nanomètres et dans le rouge avec des longueurs d'onde comprises entre 640 et 680 nanomètres. Nous comprendrons plus tard l'intérêt de cette absorption du spectre lumineux. Je vous invite à aller voir votre livre page 18 pour des compléments. Alors nous passons désormais au cours. Nous l'avons vu, la photosynthèse est un processus métabolique qui se déroule en deux étapes. La première étape est appelée phase claire ou phase photochimique. Elle s'effectue à la lumière, au niveau de la membrane des thylakoïdes. Cette membrane possède des pigments qu'on appelle la chlorophylle brute, il y a plusieurs pigments, qui vont absorber, alors de façon transitoire nous le verrons, une partie du spectre lumineux, surtout dans le bleu et le rouge. L'énergie lumineuse absorbée va permettre d'oxyder les molécules d'eau. Donc H2O va être photooxydée et elle va libérer du dioxygène, nous le savions déjà, mais aussi des protons et des électrons. Nous comprendrons dans la suite du cours ce que deviennent ces protons et ces électrons. La deuxième phase de la photosynthèse s'appelle la phase obscure ou la phase chimique. Elle se déroule dans le stroma des chloroplastes, indifféremment à l'obscurité ou bien à la lumière. Elle consiste en la réduction du dioxyde de carbone pour former des molécules organiques nouvelles. Donc voici l'équation bilan de la photosynthèse qu'il vous faut désormais maîtriser, bien comprendre ce qui est réduit, le dioxyde de carbone, et ce qui va être oxydé, la molécule d'eau. Cette oxydation, cette photooxydation, se réalise au contact de la chlorophylle. Pour finir, nous avons vu que les deux phases photochimiques et chimiques sont couplées. C'est-à-dire que la phase obscure nécessite, nous allons le voir plus tard, de la matière et de l'énergie issue de la phase photochimique. Voici un schéma que vous allez recopier et qui représente l'ensemble de ce que nous avons vu aujourd'hui. Donc, lors de la présence d'énergie lumineuse au niveau de la membrane des thylakoïdes qui possèdent de la chlorophylle, H2O va être photooxydé et donc libérer du dioxygène, mais aussi des protons et des électrons. Dans le stroma, le CO2 lors de la phase chimique va être réduit pour former des glucoses qui viendront ensuite en s'assemblant des molécules d'amidon. Nous comprendrons dans la suite du cours à quoi correspond exactement le couplage entre ces deux phases. Je vous rappelle que vous devez impérativement bien comprendre les documents 5 page 15 et 5 page 17 qui correspondent aux expériences dont j'ai parlé dans cette vidéo.